Le Ring, Sud Radio Plus. Vous écoutez Sud Radio, il est temps de laisser la place à nos débatteurs du jour, à qui je souhaite tout d'abord une très belle année 2015. Donc sont avec nous aujourd'hui Nicolas Brienne, plus jeune député suppléant de France, élu socialiste à Montluçon dans l'Allier et coordinateur national du réseau Inventons Demain. Bonjour Nicolas Brienne. Bonne année à tous, bonjour. Fatima Benomar, secrétaire générale de l'association féministe Les Effrontés. Bonjour Fatima Benomar. Bonjour. Maxime Besson, entrepreneur engagé. Bonjour Maxime Besson. Bonjour Margot et bonjour à tous. Et Yohann Usaï, journaliste politique. Bonjour Yohann Usaï. Bonjour Margot et bonne année. Merci beaucoup, bonne année à vous tous. C'est fait, mais la pilule est loin de passer. Si le Parlement a bien adopté mercredi 17 décembre un nouveau découpage en 13 territoires de la France, leur nom définitif et le choix de leur capitale régionale ne sont pas fixés par la loi. Les habitants de 14 des anciennes régions métropolitaines vont donc, dans les prochains mois, devoir s'interroger sur le nom de leur nouvelle région administrative. Et le débat s'annonce houleux. Qu'en pensez-vous? Comment déterminer le nom de ces régions? Nicolas Brienne. Le nom, c'est une question éminemment importante. Oui. Après, je crois qu'on a juste un petit souci dans ce débat, c'est que l'on appelle ça un pain au chocolat ou une chocolatine, à l'arrivée, ça a le même goût. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est pas tant le nom, c'est pas tant la façon dont on va appeler ça. Moi, je suis très inquiet de voir les projets de noms qui circulent. C'est technocrate, ça n'aura. On a bien une région PACA. Oui, mais justement, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur Oui. derrière tout ça. Moi, quand j'entends, par exemple, qu'on va appeler la région Auvergne-Rhône-Alpes Aura, mais qu'est-ce que ça va avoir comme substance? Qu'est-ce que ça va avoir comme réalité pour le quotidien des Français? Je crois que le problème, c'est qu'on est rentré dans ce débat depuis le début sous une approche technocrate, de Parisiens, d'énarques, et qu'on a complètement mis de côté les réalités des territoires. Moi, je vais vous le dire franchement, je suis militant socialiste, je ne sais toujours pas à quoi sert cette réforme. Est-ce que c'est pour faire des économies? Est-ce que c'est pour lutter contre le chômage? Des économies, ça, c'est sûr. Simplifier les choses? Est-ce que c'est une réforme qui est demandée par l'Europe? Ça, des économies, c'est sûr, non. Je veux dire, pour l'instant, on ne nous l'a pas encore prouvé. Donc vraiment, voilà, je crois que ce débat, on a un vrai souci, c'est que pour l'instant, on ne sait pas sous quel angle on le prend et on ne sait pas sous quel angle on va faire les choses. Yohann Usaï, c'est inutile ce débat pour vous? Le débat sur les noms, oui, moi ça me paraît complètement anecdotique. Écoutez, on n'a qu'à organiser, je ne sais pas moi, un vote sur Internet, on n'a qu'à imaginer quelque chose comme ça, un scrutin participatif, comme on aime bien faire en ce moment. Est-ce qu'il aurait fallu justement un scrutin non, mais on peut pas organiser local, un scrutin dans toutes les régions. Même pas forcément local. Ça serait trop compliqué, ça coûterait un peu d'argent. On peut supprimer les élections aussi pour faire des économies, mais c'est vrai que c'est dommage, comme sur le débat des régions, qui est un débat qui touche éminemment le quotidien des gens, qu'à aucun moment on a eu de démarche participative. Par exemple, sur les compétences des régions, on ne sait toujours pas ce qu'elles vont faire. C'est quand même ça la réalité, c'est qu'on a une loi, un découpage, et on ne sait pas à quoi elles vont servir. Et organisons une consultation sur Internet. En revanche, en ce qui concerne les économies, souvenez-vous, il y a un an, quand François Hollande annonce cette réforme, il nous dit que d'ici 2017, ça va générer 15 milliards d'euros d'économies. 6 mois plus tard, la Cour des comptes nous dit « Ah non, ça sera pas tout à fait 15 milliards, on sera entre 2 et 3 milliards d'euros. » Bon, on a déjà divisé le pactole par 7. Vous voyez, on parle aujourd'hui de 10 milliards d'ici 5 à 10 ans. Donc c'est effectivement, ce sera pas immédiat. C'est déjà plus qu'on nous a promis au départ. Moi, je suis quand même très très sceptique. Pourquoi? Parce que les collectivités locales, elles pèsent 20 points de la dépense publique en France. Sur ces 20 points, les régions, elles représentent 12%. Donc vous voyez, 12% ramené à 13 régions, je suis quand même assez sceptique. À mon avis, ça ne générera pas tant d'économies que ça. Maxime Besson, cette réforme territoriale, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'elle était nécessaire? Est-ce que c'est pas un peu trop... Est-ce que c'était prioritaire surtout? Alors au-delà d'être prioritaire peut-être, mais c'est juste qu'elle a été mal faite, bien évidemment, comme le disait tout à l'heure mon voisin. Il y a un problème déjà de technocratie. On a essayé de tracer des frontières sur des cartes sans même consulter à la base les concitoyens, sans même faire remonter de l'information du terrain, ou tout du moins qu'elle soit suffisante. Et donc on a essayé de découper. Donc on l'a vu, il y a eu différents épisodes. On peut selon les experts en définir 5 pour effectivement voter une carte le 17 décembre 2014 et donc se dire que tout sera arrêté. Mais non, parce que la France déjà en termes de territoire n'est pas arrêtée, on est un pays unifié. C'est important effectivement ces régions et c'est même primordial pour le futur en espérant faire des économies. On nous a annoncé effectivement 15 milliards pour ensuite revenir dessus. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où on va et qu'on essaye effectivement de faire des choses, de faire des réformes. Mais avec quel
quel but, effectivement, sans l'expliquer à la base, sans faire des recherches en amont. Il y a eu un problème de pédagogie avec cette réforme. Il y a eu un problème de pédagogie, comme beaucoup de choses qu'a fait ce gouvernement en 2014. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément de choses qui ont été faites. Il y a énormément de réformes qui ont été engagées. Mais le problème, c'est qu'elles sont souvent mal expliquées. Et c'est le problème principal en 2014, puisqu'on est maintenant en 2015, de ce gouvernement. Fatima Bennomar, vous comprenez le but de cette réforme territoriale ? Alors, si c'est un problème de pédagogie, donc justement, effectivement, on a du mal à comprendre c'est quoi le but, mais après, il faudrait savoir, du coup, c'est pas juste nous expliquer à quoi ça sert, après, il faudrait, du coup, pouvoir avoir les éléments pour débattre si c'est bon ou pas. Moi, l'inquiétude que ça me suscite avec le peu d'éléments dont je disposais, c'était de quelle nature étaient ces économies qui étaient faites. C'est-à-dire que j'ai cru voir passer que on incitait les régions, par exemple, à prendre la main sur l'économique. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que ça veut dire que le droit du travail ne serait pas le même d'une région à l'autre ? Quel est le sens de cette formule ? Quand on leur demande de prendre la main sur la gestion des services publics, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que les régions auront la main mise sur une réorganisation de la gestion des services publics ? Est-ce que c'est là que sont censées être les coupes ? Donc, les détails de la décentralisation qui... Voilà, tout à fait. D'une part, sur l'égalité dans tous les territoires, que ce soit sur le droit du travail, sur l'accès aux services publics, etc., et de quelle nature sont donc effectivement ces économies qui sont censées être faites. Mais vous vous sentez d'abord français ou auvergnat, par exemple ? Fatima Bennomar. Pour moi, justement, là aussi, c'est le cœur. C'est que pour moi, quand on dit que la République est une et indivisible, c'est que justement, on est français et français, c'est-à-dire que dans n'importe quel endroit de la France, on est censé être dans un pays laïque, donc sans exception faite par rapport à la laïcité au concordat. Ça veut dire qu'on a les mêmes droits du travail, ça veut dire qu'on a le même accès à des services publics aussi compétents, aussi ouverts à toutes les classes sociales. Et donc, moi, je me sens dans mon identité française, même si on peut avoir une histoire ou des liens familiaux, affectifs, quels qu'ils soient, avec une région. Il faut pas confondre citoyenneté et identité. C'est-à-dire qu'on peut être citoyen français et avoir accès aux mêmes droits et pour autant revendiquer des identités qui sont une richesse. C'est-à-dire moi j'ai des gens qui me disent à Montluçon, je suis bourbonnais et français. Et c'est bourbonnais en premier quand même. Et c'est bourbonnais en premier. Tout comme on peut avoir des gens qui sont bretons et français. Et ce qu'il faut être capable vraiment de se mettre dans le crâne, et je sais qu'à Paris on a vraiment du mal à se le mettre dans le crâne, c'est que il y a eu pendant longtemps un débat par exemple sur l'identité nationale où on a des gens qui nous ont dit ça n'existe plus, maintenant on est dans l'Europe, vous comprenez avec la mondialisation, nous sommes des citoyens du monde, etc. Et puis on s'est aperçu que les gens étaient très attachés à l'identité française. Et puis on s'aperçoit maintenant avec ce débat des régions que on nous a dit pareil, on nous a bassiné pendant des années en nous disant non mais ces petits particularismes locaux là, ces petits costumes locaux, ces petites chansons folkloriques, c'est mignon, c'est rigolo. Non, les gens ils sont très attachés. Pourquoi ? Parce qu'en effet, on est dans un processus de mondialisation, de perte de repères, de fracturation du champ économique et social, et les gens ont besoin de se rattacher à des choses. C'est pas forcément un archaïsme. Moi, je considère que les identités sont des richesses, et il faut faire très attention à pas confondre la carte et le territoire. C'est-à-dire faire des cartes de région, c'est très sympathique. Après, il faut se dire que ces territoires, ils ont une réalité pour des gens. Une réalité, comme l'a dit Fatima tout à l'heure, en termes de services publics, une réalité en termes de réseaux sociaux, de réseaux familiaux, et ça je crois qu'il faut pas il faut faire vraiment très attention. Je finirai juste par un dernier point, c'est en 2014 il y a un truc qui est passé complètement vraiment je dirais à l'as dans les médias, ça a été le référendum sur l'unification des deux départements alsaciens, rejeté massivement. Donc quand on touche à l'identité, il faut qu'on fasse très attention aux identités régionales parce que ça signifie énormément de choses pour les gens. Et je crois que l'erreur du gouvernement, là, c'est d'être passé par le Parlement sans consultation populaire, dans la mesure où là, on risque de se retrouver avec, je dirais, des bombes à retardement pour le passé. Non, mais je crois que quand on parle d'identité, quand on dit qu'on est attaché à sa région, c'est d'abord qu'on est attaché à un certain nombre de traditions, au folklore. Je pense par exemple aux traditions culinaires. Je pense, gastronomie, oui. Voilà, à certaines danses, à certains chants. Enfin, c'est tout, voilà, tout ce qui fait l'esprit d'une région. C'est le folklore. Après, je crois qu'il faut pas perdre de vue un point essentiel. Cette réforme en soi, elle aurait pu être bonne. Seulement, Manuel Valls en a fait une coquille vide. Pourquoi ? Parce qu'il a cédé à la pression des radicaux qui ont voulu le maintien des départements. On aurait dû supprimer l'ensemble des départements à l'horizon 2020. Qui menaçait de quitter le gouvernement. On va en garder une cinquantaine. Donc ça rend cette réforme caduque. Ça la vide de tout son sens. Donc cette réforme, Manuel Valls, c'est lui le responsable. Il a cédé assez lamentablement, il faut bien le dire, à la pression des radicaux. Et il a fait de cette réforme une coquille vide.
Et moi, ce que je voudrais aussi qu'on dise, c'est qu'on explique à nos concitoyens pourquoi la Bretagne, pourquoi le Pays de la Loire, le centre et PACA, on n'y touche pas. Voilà, enfin pourquoi alors que le centre ça veut rien dire. Alors que le centre aujourd'hui ne veut rien dire. Encore la Bretagne veut dire quelque chose, le centre ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Qui veulent changer leur nom par ailleurs. Oui, mais pourquoi à ce moment-là on n'y a pas touché? Parce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi effectivement l'Auvergne et la région Rhône-Alpes fusionneraient? Pourquoi Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, ils vont avoir une difficulté à trouver un nom, je pense, fusionneraient? Et pourquoi le centre resterait seul? Enfin voilà, il faut juste aussi faire de la pédagogie, de l'explication. Mais après, pour revenir juste rapidement sur les traditions, bien évidemment que la France est fait est unique, mais elle est fait aussi dans ces régions d'unicité, de différence. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de la France. Et c'est pas en effaçant ou en redessinant les régions qu'on arrivera effectivement à avoir plus de croissance ou demain à faire des milliards d'économies. On ne peut pas créer de pôles plus importants avec des super régions. Mais c'est-à-dire, ça dépend de quelle région vous fusionnez. Je pense par exemple à la région Bourgogne-Franche-Comté. Quand vous fusionnez ensemble deux régions en difficulté, vous n'allez pas en faire une grande région forte, vous allez en faire une grande région faible. Donc effectivement, il y a dans ce découpage un problème. C'est aussi le cas de la région, par exemple, Champagne-Ardenne, Picardie. Il y a des exemples comme ça où on fusionne des régions faibles et ça va en faire des grandes régions mais qui seront toujours faibles. Simplifier au risque de diviser, simplifier surtout au risque de perdre ce qui fait la force quand même de notre maillage territorial, c'est la proximité. Pourquoi on a décentralisé au départ? C'était justement pour rapprocher un petit peu les citoyens de leurs administrations. Là aujourd'hui, moi je prends un exemple très concret, j'habite à Montluçon, dans l'Allier, on va donc du jour au lendemain fusionner Auvergne-Rhône-Alpes, se retrouver à Lyon, je vais être à 2h45 de voiture de la capitale régionale. Autant vous dire que les conseillers régionaux, déjà on les voyait pas beaucoup sur le terrain, la prochaine fois on les verra encore moins parce qu'ils seront à Lyon et c'est bien normal, il faut qu'ils bossent leur dossier. Et je crois que c'est ça aussi le risque de tout d'un coup refusionner, refaire du gigantisme, on risque aussi de perdre un petit peu cette proximité. C'est pour ça que je serais un petit peu en désaccord avec ce qu'a dit Yann Isaïe tout à l'heure sur les départements. Le département c'est un outil de proximité. Certes ça veut rien dire dans des régions comme Paris, mais dans d'autres endroits c'est un échelon de proximité. C'est quelque chose qu'on a besoin de simplifier un peu les choses. Attention, on aura toujours besoin d'un échelon d'un échelon de proximité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on supprime l'appareil, il faut faire attention aux noms, il faut faire attention aux étiquettes. C'est pas parce qu'on supprime le conseil général que du jour au lendemain, les services qui font le taf en matière de services publics vont disparaître. Ils seront toujours là, on aura juste changé l'étiquette. Donc je dis, faisons attention. Les départements dans certains endroits, ça veut dire quelque chose. Ça coûte même moins cher. Moi, c'est par exemple, quand j'entends le débat stupide sur on a 36 000 communes, il faut en supprimer la moitié. Faut bien se dire, par exemple, que nos 36 000 maires de France, ils sont rémunérés rien du tout. Ils font le boulot 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans certaines petites communes. C'est un boulot de service public. Enfin, on peut pas comparer les communes au département. Si du jour au lendemain, on supprime ces maires ruraux, on les remplace par des fonctionnaires, là, on va voir ce que ça veut dire que de la dépense publique. Et les conseils généraux, c'est la même chose. Si on remplace du jour au lendemain un échelon de proximité par quelque chose qui sera géré par une capitale régionale à 2h45 de voiture, je pense qu'on créera des surcoûts. Donc ça, faut qu'on y réfléchisse. La décentralisation a été faite pour avoir de la proximité dans le service public. Ce serait vraiment dommage que des dizaines d'années après, on revienne sur cet acquis. Bien sûr, il y a des départements où il faut de la proximité, mais ça concerne les départements ruraux, ça concerne une quinzaine de départements en France. La cinquantaine de départements. Non, les départements ruraux en France, c'est 15 départements. Ça dépend ce qu'on appelle un département rural. C'est la Lozère, c'est la Haute-Garonne. Voilà, ça ne concerne pas la moitié des départements en France. Non, le choix de François Hollande, il a l'avantage de la simplicité, mais le défaut du simplisme. Voilà, je crois que cette réforme, elle se résume à ça, hélas. En 10 ans, le nombre de fonctionnaires attachés au département ont presque triplé. Donc ils sont passés en 2001 de 167 000 fonctionnaires à plus de 300 000 fonctionnaires, alors qu'on demande toujours plus d'économies aux collectivités. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Je crois qu'il faut voir les compétences. Nicolas Brienne. On voit par exemple sur le social dans les départements, quand on a eu l'APA, l'allocation allocation adulte handicapé, c'est ça, l'allocation personnalisée d'autonomie, pardon. Quand ça a été créé en 2001, on a créé une nouvelle protection sociale, donc on a créé une nouvelle compétence, donc on a créé de nouveaux agents. Est-ce qu'il faut forcément se dire qu'on était à côté de la plaque en anticipant en 2001 qu'il y allait avoir de la dépendance des personnes âgées ? Je crois que non. Après, il faut faire attention. Moi, je vois plein de services dans des mairies, dans les conseils généraux, les multiples chargés de mission qu'on peut voir dans les cabinets des exécutifs locaux. Bon, là, c'est sûr, il y a du gras.
Néanmoins, faisons attention un petit peu où sont les compétences. Je crois que là-dessus, il faut vraiment toujours avoir le souci de la proximité du service public. Yohann Usaïe, on terminera par vous. Je pense que les seules économies qu'on peut faire en termes de suppression de postes, elles sont à chercher du côté de la clause de compétence générale, qui est cette sorte d'aberration. Voilà, c'est de ce côté-là qu'il faut creuser. Mais encore une fois, pour en revenir aux régions, on ne va pas supprimer beaucoup de postes. Pourquoi ? Parce que les 2/3 des personnels embauchés par les régions sont des personnels techniques qui travaillent par exemple dans les lycées. Donc une fois la fusion faite, ces personnels, on en aura toujours besoin. Donc il n'y aura que très peu de suppression de postes. Tout à fait. Et restez avec nous dans un instant. Nous allons parler des robots. Et oui, on change de sujet. Sont-ils en train d'envahir notre quotidien ? Nous verrons ce qu'en pensent nos débatteurs après la pub. Le Ring, Sud Radio Plus. De retour sur Sud Radio, je rappelle que nos débatteurs du jour sont Nicolas Brienne, plus jeune député suppléant de France, élu socialiste à Montluçon dans l'Allier, coordinateur national du réseau Inventons Demain, Fatima Benomar, secrétaire générale de l'association féministe Les Effrontés, Maxime Besson, entrepreneur engagé, et Yohann Usaïe, journaliste politique. Adorer ou détester, une chose est sûre, le robot de service suscite encore la méfiance en France. Pourtant aujourd'hui, près d'un foyer sur 3 en est déjà équipé. Selon un sondage réalisé par l'Institut Odoxa pour Syntex Numérique, son développement est même perçu comme une belle opportunité pour la société dans divers domaines. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de la montée en puissance de la robotique et de l'intelligence artificielle ? Les robots sont-ils en train d'envahir notre quotidien ? Maxime Besson. Envahir notre quotidien, j'en suis pas sûr, puisqu'en termes de service, on aura toujours besoin de l'humain, quoi qu'il arrive, pour déjà programmer le robot. C'est essentiel. Donc, faut arrêter aussi de partir sur des débats sur peut-être des robots pour programmer d'autres robots. Mais oui, mais à la base de l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence humaine, et quelconque ordinateur ne peut pas fonctionner sans l'homme. Donc déjà, voilà, partons de ce principe-là. C'est important de le souligner. Sur la robotique en elle-même, je pense, et je parle d'un côté très économique, que la France ne doit surtout pas s'endormir sur ses lauriers, alors qu'elle a pris, à certains moments, un peu d'avance sur la question, puisqu'il y a certains robots qui ont été conçus via des technologies françaises. Mais il faut donner la possibilité aux chercheurs et aux instituts de recherche d'avancer sur le sujet. Et ça va être très important, puisque ça va être le robot en soi va être un élément de compétitivité assez important au niveau mondial pour la France, et va nous permettre, je pense, de réaliser certains défis économiques si on arrive à prendre le pas, si on arrive à investir des sommes qui sont assez importantes par rapport à nos partenaires, qu'ils soient japonais, américains, brésiliens également, qui investissent sur ces sujets-là. Et donc, on a quelque chose à faire, il va pas falloir rater le coche. Fatima Benomar. Alors, je vous avoue que j'ai découvert la problématique, la question du robot en travaillant sur une brochure sur les EHPAD. Les EHPAD sont donc ces établissements qui accueillent les personnes âgées, et j'ai été, je vous avoue, parfaitement horrifiée. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il y a de moins en moins de personnel qui voulaient pas embaucher, ils étaient en train de travailler sur ce concept qui existait aux États-Unis de robot, qui doit donc faire la conversation avec la personne âgée, le surveiller surtout parce qu'il peut se perdre et avoir un accident, vu qu'il y avait plus de personnel pour s'en occuper. Et ils avaient même un petit nom, c'était Oscar, je crois, et tout. Et c'est vrai que de cette vision-là, cette entrée-là, c'est-à-dire remplacer du personnel pour des questions, pour faire notamment des économies sur les salaires en remplaçant les personnes qui doivent avoir un contact humain avec les personnes âgées, c'était des robots. Moi, ça m'avait plus préoccupé et effrayé qu'autre chose. Ça vous fait peur, les robots au quotidien, Nicolas Brienne ? Ce que je trouve fascinant, en fait, c'est qu'on voit chez les robots, on a donc leur cerveau qui devient de plus en plus lourd et de plus en plus, je dirais, humain, puisqu'on a, avec les technologies de l'informatique, de l'intelligence artificielle qui a des capacités complètement décuplées, et puis un corps de plus en plus mobile, de plus en plus agile, qui se redresse. En fait, c'est assez amusant de voir. Là, vous parlez des humanoïdes plutôt. Je parle des robots. On a depuis quelques dizaines d'années les robots qui étaient des espèces de petites pinces dans des usines deviennent de plus en plus avec une forme humanoïde. Ils se redressent. En fait, en quelques dizaines d'années, ils sont en train de faire le processus que l'homme a connu en quelques millions d'années. Et je trouve ça absolument
donc très intéressant, puisqu'on retrouve en fait des débats qui existent depuis la révolution industrielle. Vous pouvez retrouver quelques tracts anarchistes de la fin du 19e siècle demandant la fin des robots parce que les robots vont tuer l'emploi industriel. Et c'est d'ailleurs plus ou moins ce qui s'est passé dans l'industrie. On a une robotisation des tâches et donc une perte d'emploi assez terrible. Et en fait, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, et pourquoi on se met tout d'un coup à parler des robots, c'est le processus qui était à l'œuvre dans l'industrie en train de se produire dans les services. On le voit par exemple dans tous les métiers du droit, de la comptabilité, qui sont de plus en plus remplacés par des machines, par des robots. Dans les métiers des services à la personne, comme l'a dit tout à l'heure Fatima, dans les EHPAD par exemple, on a des robots. C'est le salarié idéal, il n'a pas de droit, il n'est pas forcément... Mais même dans nos maisons, on a des robots qui passent l'aspirateur. C'est pas forcément une... Ça sent le vécu, ça, Margot. C'est pas forcément une mauvaise chose en soi que l'humain soit délesté, j'allais dire, des tâches pénibles. Dans les EHPAD, porter un malade Alzheimer qui fait 85 kilos pour une jeune aide-soignante, c'est pas forcément rigolo tous les jours. Ce qu'il faut en revanche, ce à quoi on doit réfléchir, notamment les responsables politiques doivent y réfléchir, c'est tous ces emplois qui vont être perdus dans les années à venir. On parle quand même de 3 millions d'emplois d'ici à 2025. Par quoi on les remplace? Dans quel secteur? Comment est-ce qu'on accompagne cette transition? Ça, c'est à mon avis le débat essentiel auquel on va être confronté lors des prochaines années. Yohann Usaï. Effectivement, moi, ce que décrit Fatima, oui, ça me fait peur. Là, on n'est plus du tout dans le domaine de l'utopie, dans lequel pourraient nous amener les robots, parce que quelque part, ça peut faire rêver. Mais ce que décrit Fatima, là, on est plus dans le domaine du cauchemar, en quelque sorte. Mais les robots, en tout cas, effectivement, ça peut faire rêver dans le sens où ça permet à la science, à la médecine, notamment, de faire des progrès absolument considérables. Donc, les robots, la robotique, c'est déjà le présent, mais c'est encore plus l'avenir. Et pour revenir sur le terrain politique, ça montre bien que maintenant, les innovations, ça va se jouer dans ce secteur-là. Donc, s'il y a bien un domaine à sanctuariser aussi en France, c'est le domaine de l'innovation et de la recherche. Puisque vous parliez de médecine, il y a un robot qui s'appelle DaVinci 11 qui aide les chirurgiens justement pour des interventions plus précises, donc des opérations chirurgicales. Est-ce que vous accepteriez, vous, de vous faire opérer par un robot, Yohann Usaï? Généralement, ce qu'on entend par robot, c'est quelque chose qui est infaillible, effectivement. Pourquoi ne pas avoir plus confiance dans un robot qui est programmé pour faire les choses, mais au millième de millimètre près, par exemple. Je pense qu'un robot qui est bien programmé est beaucoup moins infaillible, beaucoup moins infaillible qu'un homme, ça c'est évident. Oui, absolument. À l'arrivée, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on a des machines qui s'occupent de nous, qu'on aille simplement se faire dépister une petite cataracte ou ce genre de choses. Ce sont des machines qui font la plupart du temps le boulot. Ce qui est en revanche, à mon avis, extrêmement préoccupant, c'est que depuis, comme le disait tout à l'heure notre ami, on a des politiques qui ont quand même beaucoup misé sur l'économie de la connaissance, sur les services à la personne, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que on a misé sur quelque chose qui est pas complètement irremplaçable. On s'était dit, on va éviter, par exemple, on avait des discours sur l'économie sans usine, parce qu'on disait ça sert à rien de lutter contre les pays émergents qui seront toujours plus compétitifs que nous. Et là, on s'aperçoit qu'il y a autre chose que la concurrence humaine, il y a aussi la concurrence technologique. Et on s'aperçoit que les pistes que l'on avait pour relancer notre économie en matière de service à la personne, en matière d'économie de la connaissance, on va peut-être se heurter au mur des robots. Et ça, à mon avis, il faut l'anticiper. Maxime Besson. C'est peut-être pour ça, à ce moment-là, qu'il faut investir sur la robotique et qu'on soit en avance par rapport à d'autres pays. Et qu'on soit en avance par rapport à l'Allemagne, par rapport à nos voisins qui, à l'époque, sur certains objets, sur certaines choses, sur certaines technologies, ont pris de l'avance. Donc vous qu'on soit à l'avance, ça veut dire qu'on est à la traîne aujourd'hui? Non, on n'est pas à la traîne. C'est-à-dire que là, on est en avance. Non, mais dans le sens où il faut pas perdre cette avance. Et les Français sont très forts pour inventer des choses, mais derrière ne pas aller jusqu'au bout. Je pense au Minitel, par exemple, à l'époque. Non, mais vous rigolez, mais ça a été une technologie énorme à l'époque, et n'a été utilisée, je l'avoue, que par les Français. Mais on a eu de l'avance sur certaines choses. Sauf que notre avance, on sait jamais la garder parce qu'on n'investit jamais assez dans la recherche, sur la continuité et sur le long terme. Et c'est ça le problème de la France. Fatima Benama. Moi, en fait, ça me poserait pas de problème si on couplait le progrès technologique avec le progrès tout court. C'est-à-dire que si on est dans un schéma où on va dans une société où on délègue de plus en plus de boulot à des robots parce qu'en parallèle, on réduit le temps de travail et on adapte les revenus des personnes au pouvoir d'achat, il n'y a pas de souci. Moi, je serais tout à fait pour une société, pour moi, c'est plus émancipé quand on octroie moins de travail moins de pénibilité, moins d'heures de travail, plus de loisirs. Pour moi, tout ça, ça va dans le sens de l'émancipation. Sauf que là, on n'en est pas du tout dans cette optique-là. Je crois que c'est super important ce que vient de dire Fatima, c'est que on a une révolution technologique en ce moment
une révolution notamment numérique. On espérait que la plupart des emplois qui seraient détruits seraient compensés par la création d'emplois. On s'aperçoit que l'économie du numérique ne crée pas tant d'emplois que ça, que la robotique ne crée pas tant d'emplois que ça, et on est obligé en fait de redéfinir de plus en plus la notion d'emploi, la notion de travail. C'est dans la note du cabinet Roland Berger qui par exemple analyse justement les effets de la robotisation sur l'économie française, qui parle quand même de 3 millions d'emplois détruits jusqu'en 2025. Ils esquissent par exemple une piste qui est la réduction du temps de travail. C'est fascinant de voir que un cabinet qui est pas connu pour ses positions, j'allais dire marxistes-léninistes, tout d'un coup se met à proposer des solutions qui bouleverseraient complètement notre rapport à l'emploi au travail. En effet, si tout d'un coup on est délesté des tâches, j'allais dire les plus ingrates, par des robots, qu'on a des secteurs économiques qui se développent mais qui ne créent pas d'emploi, comment est-ce qu'on fait pour occuper nos 3 millions de chômeurs et l'ensemble des personnes qui vont voir leurs emplois détruits dans des secteurs extrêmement qualifiés, la banque, l'assurance, le droit, les grands cabinets d'avocats d'affaires qui seront à terme remplacés par des robots. Oui, très rapidement, juste pour dire qu'effectivement, c'est un enjeu, comme l'a dit Maxime, qui se joue tout de suite. Il faut pas perdre cette avance qu'on a. On peut pas se dire qu'on a encore quelques années devant nous. Non, absolument pas. Et par contre, effectivement, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt non plus à avoir ce débat-là en France, parce que mettre dans le débat public le temps de travail, par exemple, travailler 30 ou 32 heures par semaine, je peux vous dire qu'en ce moment, ça ferait des vagues. Je pense au MEDEF, je pense à Pierre Gattaz, à tous ces acteurs économiques-là. Ce débat-là, croyez-moi, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain non plus. Oui, mais là, pour le coup, la retraite à 60 ans serait complètement obsolète. Là, ça serait complètement obsolète, oui, pour le coup. Non, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention. On a des économistes de renom, les gens qui travaillent chez Roland Berger sont loin d'être des abrutis, qui envisagent très sérieusement les conséquences de cette révolution technologique. Et je crois que le vrai souci, et Maxime l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas encore prêt à intégrer cette révolution-là, et on a à peu près aucun politique en France qui travaille sérieusement sur cette question-là. Là, on est en période de crise. Alors peut-être en sortie de crise, c'est un peu prématuré d'ouvrir le débat. On est surtout en ce moment dans l'immédiateté. Qu'est-ce qui va créer des résultats tout de suite? Qu'est-ce qui va apporter de l'emploi, qui va relancer l'économie tout de suite? Donc on se projette pas dans les années qui viennent. On a besoin de résultats tout de suite. Les politiques ont besoin pour de être résultats. Élu. Absolument. Voilà, absolument. C'est la vie politique. Si on en revient à ça, c'est le problème des cycles électoraux. Et ça, en économie, ça s'étudie très bien. C'est-à-dire qu'on travaille pendant 2 ans et puis on travaille plus. L'objectif, c'est ensuite de se faire réélire. Bon, ça, c'est un autre débat. Là, l'idée, pour moi, c'est de dire que le politique doit s'atteler à ça aussi, non pas uniquement sur un aspect économique, mais aussi sur un aspect sociétal. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre société? Comment on la voit? Et effectivement, quand on réfléchit de cette manière, pourquoi ne pas redéfinir le temps de travail? Pourquoi ne pas travailler beaucoup plus sur la pénibilité des gens et sur leur retraite également? Sur la question des robots en EHPAD, par exemple, est-ce qu'on a envie que nos anciens soient gérés par des robots ou soient gérés par leurs proches? Ça va poser d'énormes questions de société et je crois qu'on n'a pour l'instant pas posé les termes du débat. Et on terminera avec vous, Fatima Benomar. Le terme de ce débat a été à un moment réglé par le patriarcat. C'était les femmes qui faisaient le travail gratuit de s'occuper des enfants et des personnes âgées. On a eu le service public de la petite enfance, pas encore le service public des personnes dépendantes. Et juste, quand on dit que la politique doit fonctionner sur le temps long, moi je suis tout à fait d'accord et j'aime beaucoup tous les mouvements politiques qui parlent de planification, justement. Mais ce qui a organisé et imposé l'idéologie de l'immédiateté, c'est bien le capitalisme, c'est bien les revenus immédiats des financiers et c'est eux qui ont imposé toute cette vision de court terme de rentabilité. Mais c'est le cœur du système politique français, pas seulement français d'ailleurs, puisqu'on est maintenant dans le rythme du quinquennat, donc les politiques ont besoin d'être réélus, c'est la même chose pour les députés. On a besoin de se faire réélire régulièrement, donc on prend des décisions à court terme pour avoir des effets immédiats. Bon, très rapidement, Maxime Besson, et on clôturera ce débat avec vous. Non, mais je vais... Rapidement. On termine. J'ai oublié ce que je voulais dire. On terminera alors sur le fait que finalement on politise toujours ces débats. Et bientôt, il y aura des chroniqueurs robots sur Sud Radio. On vous l'annonce aujourd'hui, cher public. Ça commence déjà, ça commence. Restez avec nous tout de suite, c'est l'heure de vos coups de gueule ou coups de cœur. Le Ring, Sud Radio Plus. Et on va
va commencer tout de suite avec vous, Yohann Usaï, par un coup de gueule ou un coup de cœur ? Moi, j'ai un coup de cœur parce que j'ai lu que l'Australie venait d'interdire les cabines à UV. C'est le deuxième pays au monde à le faire après le Brésil. Je trouve que c'est une idée formidable parce qu'il y a de plus en plus de cancers de la peau et de plus en plus de mélanome, qui est le cancer de la peau le plus agressif. Donc, l'Australie a privilégié la santé de ses habitants aux bénéfices économiques, et je trouve ça remarquable. Le coup de cœur de Yohann Usaï. Maxime Besson, vous, c'est un coup de cœur aussi contre beaucoup d'associations qui ont œuvré hier soir pour faire en sorte que les gens ne soient pas seuls. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre pays qui sont seuls. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré hier soir avec des amis, etc. Mais il faut pas oublier tous ces gens qui sont seuls, personnes âgées, personnes qui sont dans la rue, personnes qui sont en difficulté et qui le sont pas. Et il y a notamment le Secours Populaire, mais d'autres associations qui ont hier soir œuvré, qui ont entouré. Il y a des gens qui ont donné de leur temps aussi. Et c'est très bien. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est ne pas le faire une seule fois dans l'année. Il faut que ça se reproduise chaque jour. Le coup de cœur de Maxime Besson. Nicolas Brienne, ce sera un coup de cœur ou un coup de gueule ? Je vais continuer sur cette petite touche altruiste par un coup de cœur, un grand coup de cœur en fait, et puis un petit pincement au cœur aussi. C'est moi ce qui m'a vraiment touché, c'est à nouveau de revoir ressurgir dans l'actualité l'histoire du jeune Virgile. Ce jeune qui est mort des suites des actes d'un déséquilibré sur le marché de Noël de Nantes, et de voir ce jeune faire un acte que je trouve absolument magnifique, qui est le don d'organes. Où on va avoir les statistiques vont pas tarder à tomber normalement la semaine prochaine sur les statistiques du don d'organes en France, qui sont absolument lamentables. On a très peu de gens qui anticipent sur ce qui peut leur arriver, et on se retrouve du coup avec des gens qui sont en attente de transplantation pendant des mois et souvent au péril de leur vie. Et donc je trouve vraiment ce jeune qui avait notre âge, qui a fait ce don-là, et quelqu'un d'absolument remarquable, et ce sera vraiment mon coup de cœur de l'année. Le coup de cœur de Nicolas Brienne. On terminera avec vous, Fatima Benomar. Un coup de cœur ? On est dans la lignée des coups de cœur, ou vous terminerez par un coup de gueule ? Un coup de gueule. Le coup de gueule, le premier de l'année 2015. Par rapport à la bonne année que nous a souhaité le Premier ministre Manuel Valls sur les sacrifices qui nous attendent. Donc j'espère que peut-être qu'il va sacrifier une petite biche, comme ça les dieux du gouvernement vont lâcher les vents de la relance, et qu'on va arrêter cette politique d'austérité complètement morbide, parce que ce sont ces sacrifices qui vont en entraîner d'autres qui asphyxient l'économie française et qui n'ont jamais marché nulle part. La Grèce d'ailleurs est en train de se lever peut-être contre les massacres des politiques d'austérité. Merci pour ce coup de gueule, Fatima Benomar. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'association féministe Les Effrontés. Je rappelle également que Nicolas Brienne, vous êtes le plus jeune député suppléant de France, élu socialiste à Montluçon dans l'Allier, coordinateur national du réseau Inventons Demain. Maxime Besson, vous êtes entrepreneur engagé, et Yohann Usaï, journaliste politique. Restez avec nous. Vous aussi, Maxime Besson, vous restez avec nous pour votre chronique Plaisir. Art de vivre. C'est dans un instant. Le cœur au sud, Sud Radio Plus. À table. Et c'est l'heure de la chronique Art de vivre de Maxime Besson. Bonjour Maxime. Bonjour Margot et bonjour à tous. Alors aujourd'hui Maxime, nous allons partir à la montagne sans quitter Paris. Et oui, puisque voilà, certains n'ont pas forcément la chance de pouvoir partir dans nos belles montagnes, que ce soit les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, etc. Surtout que cette année, en plus, pour l'instant, il n'y a pas de neige. Et donc, il y a beaucoup de stations qui sont fermées. Donc, restez, pour ceux qui le peuvent également, à Paris. Et donc, je vous emmène dans un endroit au décor chaleureux, digne des chalets de montagne, où les amateurs de bon fromage se donnent rendez-vous pour manger une bonne fondue, un reblochon pané, et pour les réfractaires des odeurs, ça peut arriver, des odeurs trop fortes, non, parce que le fromage, possible. On sait que voilà, de la très bonne viande de chez Hugo Desnoyers, le célèbre viandier, le célèbre boucher. Et donc passionné par la montagne et son terroir, Hervé Gualano, la table d'Aligre, s'associe avec Cyril Ardouin, fromager donc des Albovo, donc on prend le meilleur. Donc Hervé Gualano, c'est la table d'Aligre, il a déjà un restaurant. D'accord. Et de l'autre côté, on a Cyril Ardouin qui est fromager. Et c'est l'alliance de ces deux, ils se sont dit, on est proches.
physiquement, enfin nos restaurants, entre d'un côté l'artisan et de l'autre côté le restaurateur, on est proche. Pourquoi on ne salit pas? Tu as des bons produits. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée. J'ai un savoir-faire, c'est de la cuisine. Donc ils sont partis de ce principe-là. Ils ont ouvert ce nouvel établissement assez surprenant. Donc là directement sur la place d'Aligre, et ça s'appelle la Fruitière d'Aligre. La Fruitière. Alors, pourquoi oui, la Fruitière? La Fruitière, c'est le nom en référence aux fruitières de la Suisse, où depuis 800 ans quand même, parce qu'on peut aussi dire qu'on a beaucoup de fromage en France, mais les Suisses sont très très bons aussi pour faire du fromage. C'est où s'élabore le goût unique des fromages les plus fins. D'accord. Et donc c'est dans un cadre, disons, très chaleureux, discret et élégant, puisqu'en fait il faut savoir que Hervé Gualano a démonté un véritable chalet alpin pour faire son restaurant. Que vous allez. Il y avait un vrai chalet à la montagne et il l'a ramené à Paris. Exactement, il l'a reconstitué poutre par poutre, planche par planche, fait de matériaux nobles et très contemporains en même temps et singulier dans Paris. Je pense que c'est assez compliqué. Oui, effectivement, on doit le repérer de loin. Oui, c'est assez délicat de trouver un chalet reconstitué. Là, c'est le cas. Et en plus, pour l'été, ils ont déjà tout prévu. Ils ont mis en place un patio décoré de bambou qui vous accueillera aussi dès que les beaux jours pointeront. Donc on peut prendre le soleil dans le chalet. Exactement. C'est comme à la montagne, hein. C'est comme sur les pistes finalement. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc au menu des réjouissants, c'est quand même ça qui nous intéresse. Le chef vous propose plein de fondus. Aux échalotes, à partir c'est 18 Donc fondu euros. de fromage Fondu ou... de fromage. D'accord. Oui. Au cèpe, au mori, au champagne. Oh, ça doit être pas mal ça. Donc voilà, c'est des nouveautés. Enfin, ils travaillent sur au champagne, c'est quand même beaucoup plus rare. Et il y en a pour tous les goûts, hein, mais aussi une fameuse sélection de reblochon pané et l'incontournable tartiflette, 17 euros. Et pas de panique, hein, pour ceux qui ne sont pas férus de fromage, ça peut arriver, hein, dans une tablée, quand on est entre amis, en famille. Existe. Il y a des gens, vous savez, ils ne supportent pas le fromage. Là, je leur le conseille pas. Et donc là, il y a une belle sélection de viande également de Hugo Desnoyers, qui est aussi à la carte. Et donc pour les desserts, je suis sûr, Margot, que vous ne pourrez pas vous en passer. Là, on a une pléthore de desserts. Peut-être. Ah non, mais faut pas, parce que là, ils sont vraiment très bons. On a tarte fondante au chocolat, meringue double crème, griotine de Fougerolles, Mont Blanc. Bref, ce n'est pas le choix qui manque. Et on a une formule, la Fruitière, qui est à 28 euros avec du bœuf séché en entrée, fondu nature et une meringue double crème. Bref, moi, je trouve que c'est une nouvelle adresse au cœur d'un quartier très vivant qui risque fort, de faire parler d'elle, idéal en cette période de froid qui arrive. Vous nous rappelez l'adresse, Maxime? Oui, c'est 11 bis rue de Côte, dans le 12e arrondissement de Paris. Et ça s'appelle la Fruitière d'Aligre. Tous les jours, midi 14h, Margot Bédé, le cœur au sud. Et restez avec nous au programme de cette deuxième heure du Cœur au Sud, l'interview politique. Ce matin, c'est le député du Gard et secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine, Gilbert Collard, qui a répondu aux questions de Christophe Bordet. Vous aurez également l'occasion de redécouvrir les nouveaux talents Sud Radio. C'est tous les matins, je vous le rappelle, c'est tous les matins au micro de Philippe Moysen et c'est également dans votre émission Le Cœur au Sud. C'est aux alentours de 13h20 à 13h30, nous revivrons l'interview de deux des membres du jury de la Nouvelle Star. C'était Élodie Frégé, souvenez-vous, et Sinclair qui était venu nous voir. Élodie Frégé, à qui on lui avait reparlé un petit peu de l'émotion qu'elle avait connue avec la candidate Emma Oscar. Vous vous souvenez, Élodie Frégé avait pleuré à chaudes larmes, on peut le dire. En plus, on avait reçu le lendemain Emma Oscar, donc on l'avait prévenu. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'émotions. Sinclair qui était là au début de la création de la Nouvelle Star, eh bien on lui avait demandé est-ce qu'il ne se lasse pas peut-être un petit peu aussi d'être jury de la Nouvelle Star. Visiblement non.